On ignore dans quelle proportion l'inceste est pratiqué dans les familles juives. Il n'y a aucune statistique sur le sujet. Mais à travers la littérature et le cinéma notamment, j'ai pu me rendre compte, ayant pratiqué une moisson extensive, que ce thème de l'inceste revenait très fréquemment chez les artistes et les intellectuels de cette communauté, aussi bien chez les juifs séfarades, originaires du pourtour méditerranéen, que chez les juifs ashkénazes, originaires de l'Europe de l'Est. La plupart du temps, le thème est évoqué de manière ambiguë, suggéré plus ou moins fortement, comme par exemple dans le film de 1986 de Serge Gainsbourg, Charlotte Forever, et dans sa chanson 1984, Glimmer Incest. Serge Gainsbourg était issu d'une famille juive de Russie. Mais l'inceste, chez les écrivains et cinéastes juifs, est aussi assez souvent projeté sur les goïs. La romancière Christine Angot est née d'une mère juive, ashkénaze, Rachel Schwartz. Dans son livre intitulé L'inceste, en 1999, elle évoque déjà ses relations incestueuses avec son père, un goï, soi-disant un non-juif, dont on ignore tout. Il y a quand même page 206, là quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Hein. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. En 2012, dans son roman Une semaine de vacances, elle évoque à nouveau ce thème. On lit dans l'hebdomadaire L'Express, en septembre 2012, je cite, « Le lecteur effrayé va découvrir 20 pages de fellation dans les toilettes. » Et à la page 40, cette phrase, « Je t'aime, papa. » Dans l'Obs, en date du 22 novembre 2012, je lis « Le lecteur se retient pour ne pas vomir. » C'est pas un roman, c'est évident que c'est votre vie que vous racontez, qu'avec disons que... avec franchise, impudeur, enfin tout ce que... Et l'on note ici ce que nous avons déjà expliqué dans nos livres, à savoir le phénomène des générations incestueuses. Un enfant victime d'inceste aura tendance à agir de la même manière avec ses propres enfants. Dans son roman Léonore toujours, en 1994, Christine Angot écrit ainsi, je cite, « Je comprends l'attirance sexuelle pour son enfant, sa fille, puisque je l'éprouve. Je l'ai dit, j'ai le droit de le dire, puisque je l'éprouve. » Dans le film Chinatown de 1974, Roman Polanski, qui vient d'une famille juive ashkénaze de Pologne, projette lui aussi l'histoire d'inceste sur une famille goï. Ici, le méchant, entre guillemets, est un riche propriétaire terrien qui a engrossé sa propre fille. Elle est brutalisée par le détective privé, joué par Jack Nicholson, qui veut savoir qui est cette fille qu'elle cache. Elle est à la fois sa fille et sa sœur, apprend-on. She's my daughter. My sister, my daughter. I said I want the truth. She's my sister and my daughter. La célèbre journaliste Claude Sarraute, fille de la romancière Nathalie Sarraute, née Tcherniak, venait d'une famille juive de Russie. Dans un entretien de 2009, elle l'avait avoué. Écoutez cela. Mon père, me caressait dans tous les sens. J'avais failli être violée par un de ses meilleurs amis qui avait le même goût pour les petites filles. Mon père, j'aimais bien, mais l'autre, il était saoul, il m'a fait très peur. Elsa Boublil, l'épouse de l'acteur Philippe Torreton, qui vient d'une famille de juifs de Tunisie par son père, anime une émission de jazz sur France Inter. Dans son livre paru au printemps 2015, intitulé Body Blues, elle avoue elle aussi avoir été violée par le rabbin de la famille. Je cite, à 6 ans la première fois. Sophie Jabès est elle aussi une juive séfarade. Son roman Caroline assassine, publié en 2004, est l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui a une, je cite, pure œuvre à accomplir. Tuer sa mère et fuir une famille infernale. Elle rêve à son père absent. Un jour, il revient, mais il est pire que les autres, alcoolique et incestueux. La chanteuse Barbara était une juive ashkénaze, de mère juive russe et de père juif alsacien. En septembre 1998, ses mémoires inachevées furent publiées sous le titre « Il était un piano noir ». Et à la page 25, Barbara y révèle ses relations incestueuses avec son père, qui lui ont inspiré la chanson « L'aigle noir ». Voici maintenant un extrait d'un film israélien intitulé « Loin de mon père », réalisé en 2014 par Keren Yedaya.
Moshe oblige sa fille, Tammy, diminutif de Tamar, à coucher avec lui. Prisonnière psychologiquement, elle est totalement dominée par cet homme pervers. 6 nominations au Festival de Cannes en 2014, forcément. מי את לעזאזל שתנהלי לי פה את העניינים? הוא יהרוג אותי. באתי לקחת לך הביתה. Le romancier yiddish Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature en 1976, avait lui aussi évoqué le sujet. Dans une nouvelle intitulée L'Impresario, il raconte l'histoire de Mania, une juive polonaise. Je cite, « À 19 ans, écrit Singer, elle avait déjà une ribambelle d'au moins 20 amants, parmi lesquels son propre père. Elle avait fait aussi quelques expériences lesbiennes et finalement goûté à tout, le sadisme, le masochisme, l'exhibitionnisme, toutes les sortes possibles de perversions, fermez les guillemets, et on pourrait continuer, perversion qui s'affiche aujourd'hui sur tous les écrans de télévision. Elie Wiesel, le super champion du récit holocaustique, a laissé quelques propos ambigus au sujet de l'inceste. Dans son livre Célébration hassidique, le 2e volume, paru en 1981, il nous parlait du Besht, le Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement hassidique en Pologne au XVIIIe siècle, en s'exprimant une fois de plus de manière elliptique, je cite Elie Wiesel, « Entre père et fille existait une véritable amitié, une sorte de complicité. On a le sentiment que le Besht était plus proche de sa fille que de son épouse. » Les références précises de tous ces livres-là sont dans mes propres livres. Psychanalyse du judaïsme, paru en 2006, Le fanatisme juif, paru en 2007, et Le miroir du judaïsme, paru en 2009. La psychanalyse du judaïsme, dans ces 3 livres, est abordée dans la 3e partie à chaque fois, c'est-à-dire à la fin des livres. Eve Ensler, qui était une dramaturge américaine, est l'auteur d'une pièce féministe à succès intitulée Les monologues du vagin, en 1996. Avait elle aussi été abusée par son propre père. En 2004, en visite en Israël, avec son compagnon Ariel Jordan, elle l'avait avoué, et Ariel Jordan lui-même aussi, qu'ils avaient tous les deux été violés par leur père durant leur enfance. Voilà la véritable origine du féminisme. Et effectivement, historiquement, le mouvement féministe a été lancé par des femmes juives qui projettent sur la société européenne la culpabilité qu'elles ressentent, au lieu d'accuser tout simplement leur père ou leur rabbin. Sigmund Freud n'agira pas autrement, avec son soi-disant complexe d'Oedipe, qui ne concerne en réalité que la communauté juive. Au début du XXe siècle, la socialiste allemande Clara Zetkin fut la première en 1910 à proposer la création de la Journée internationale des femmes. Il y eut ensuite l'anarchiste russe Emma Goldman, l'américaine Betty Friedan, ou Judith Butler, par exemple, la théoricienne du féminisme queer. En France, Gisèle Halimi et Elisabeth Badinter sont toutes les deux des figures de proue du féminisme militant, une séfarade ou une ashkénaze donc. Mais il y a évidemment, comme d'habitude, la contagion a touché les goïs, et en l'occurrence, c'est Simone de Beauvoir qui remplit le rôle de la militante goï pour une cause typiquement judaïque. Alors l'inceste peut aussi être une affaire entre une mère et son fils. Le très influent Jacques Attali, par exemple, a mentionné cette question dans plusieurs de ses livres, dans au moins 4 de ses livres. Et en l'occurrence, il s'agit plutôt d'une fille et de son père, une fois de plus. Je parle de son premier roman, La vie éternelle, paru en 1989. C'est l'histoire abracadabrante d'un petit peuple qui vit dans l'espace. Je cite, « Un jour, elle avait même attendu un de ses serviteurs soutenir en petit cercle que son grand-père était aussi son père. Ce qui, disait-il, expliquait à la fois la prostration de la mère et la réclusion de la fille. En clair, son grand-père avait couché avec sa propre fille. » Voilà. Le romancier Romain Gary, qui était un juif de Russie, célébré par toute la critique littéraire, semblait lui aussi tracassé par cette question. Au sujet de son roman intitulé Europa, on lit dans l'hebdomadaire Le Point du 2 décembre 2010, je cite, « Erika, la schizophrène d'Europa, est trahie par le destin qui fait d'elle la fille de son amant. Elle se suicide dans une robe blanche. » Fermez les guillemets. Dans l'étude consacrée à Romain Gary en 2005, les cahiers de Lerne nous apprennent que son œuvre reflète à bien des endroits la névrose du judaïsme. Je cite, « Les fantasmes incestueux se déploient dans toute leur ambivalence.
Avec les jeunes femmes qu'il rencontre, Momo, le héros d'un de ses romans, hésite entre drague amoureuse et quête maternelle. Sous le couvert d'un amour universel, Jean couche avec une femme qui pourrait largement être sa mère. Fermez les guillemets. Vous voyez bien que c'est pas moi qui délire, hein, je n'invente rien, je ne fais que constater les choses. Dans nos livres, en l'occurrence les 3 livres que je vous ai cités, Psychanalyse du judaïsme, Fanatisme juif et Miroir du judaïsme, on a aussi extrait des grosses allusions à l'inceste physique chez d'autres auteurs bien connus, comme Alain Finkielkraut par exemple, qui a soulevé cette question dans son livre Le Juif imaginaire en 1980, Bernard-Henri Lévy, qui en parle dans son roman Le Diable en tête en 1984, et Philippe Roth, un Américain très connu, dans Portnoy et son complexe en 1967. Et j'ai bien d'autres références dans les livres. Les livres sont sans doute beaucoup plus convaincants que cette petite vidéo. Elisabeth Badinter, la richissime héritière de l'Empire Publicis, nous explique que tout cela est naturel. Dans son livre L'un et l'autre, paru en 1986, elle écrit, je cite, « Le lien érotique entre la mère et l'enfant ne se limite pas aux satisfactions orales. C'est elle qui, par ses soins, éveille toute sa sensualité, l'initie au plaisir et lui apprend à aimer son corps. La bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile. Nul ne songerait à s'en plaindre, mais tous veulent l'oublier, y compris la mère et le fils. » Dans d'autres passages du livre, elle fait carrément l'apologie de l'inceste. « On sait aujourd'hui, dit-elle, que les unions endogames ne sont pas plus néfastes que les autres. Les relations sexuelles entre frères et sœurs, et surtout entre parents et enfants, sont déclarées pathologiques et sources de malheur. Mais pour la première fois, certains osent revendiquer, à visage découvert, le droit à l'inceste, et d'autres s'emploient à le dédramatiser. Il est temps de reconnaître que l'inceste n'est pas nécessairement une perversion ou une forme de maladie mentale, mais qu'il peut parfois être bénéfique. » Elie Wiesel, dans son livre Célébration talmudique, en 1991, prend un exemple au hasard pour expliquer le Talmud. Écoutez ça. Je cite, « Une femme voulait soumettre un grave problème à Rabbi Eliezer, mais il refusa de l'aider. Elle se rendit alors chez Rabbi Yehoshua, qui se montra plus accueillant. Quel était le problème? Voici. Bni Rakatan, Mibni Ragadol, dit-elle, mon plus jeune fils a pour père mon fils aîné. Et Elie Wiesel ajoute, les mères juives sont toujours coupables de ce qui arrive à leur fils chéri. Wiesel s'exprime ici de manière elliptique, je cite, en bon juif, il aimait sa mère un peu trop. Est-ce que c'est moi qui délire, hein? Il y a aussi un problème, visiblement, entre les pères et les fils. Le documentaire américain Capturing the Freedmans, d'Andrew Jarecki, date de 2003. C'est une histoire qui avait fait pas mal de bruit aux États-Unis. En 1987, Arnold Friedman avait été inculpé à Long Island, une banlieue de New York, pour des dizaines de viols sur de très jeunes garçons venus prendre des cours d'informatique dans sa maison. Pendant des années, apprenait-on, il avait violé son fils, Jesse, avant de violer les garçons mineurs. Ce n'est qu'à la 51e minute du film que l'on comprend qu'il s'agit d'une famille juive. Et l'image finale, d'ailleurs, montre aussi une étoile de David sur la tombe du criminel. Il faut aussi parler de Tim Roth, l'acteur Tim Roth, qui joue dans Reservoir Dogs, qui est aussi le réalisateur d'un film qui s'appelle Warzone en 1999. C'est l'histoire de Tom qui découvre des relations incestueuses entre son père et sa sœur. Et ce n'est qu'un début, l'horreur prend fin quand Tom et sa sœur poignardent leur père. Et Tim Roth, cet acteur, dénonce ici le silence qui entoure cette violence, d'autant qu'il avoue lui-même avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père. Donc il faudra bien aussi qu'on apprenne ce qui s'est un jour passé entre Kafka et son propre père, puisque on connaît les problèmes qu'il a eu avec son père, il l'a déjà exposé, mais il ne nous a pas exposé ces histoires d'inceste là. À mon avis, c'est une piste à suivre. L'inceste existe aussi entre frères et sœurs. Le magazine Lire du mois de mars 2008 était consacré à la littérature juive. En page 26, un article présentait l'écrivain Henry Roth. Dans un livre autobiographique intitulé Un rocher sur l'Hudson, le héros, Ira Stigman, y représentait Henry Roth lui-même. Voici ce que l'on pouvait lire dans le magazine. Je cite, « Ira avoue l'inavouable et s'immole littéralement en confessant sa relation incestueuse avec sa sœur Mimi. Le héros, apprend-on, devra affronter l'antisémitisme, les vexations et les offensives sournoises, patati patata. » Dans sa nouvelle intitulée « La corne du bélier », le romancier Isaac Bashevis Singer dépeint les mœurs de certains juifs polonais au XVIIe siècle, qui étaient alors persuadés que le Messie était enfin arrivé en la personne de Sabbatai Zevi. Après avoir festoyé, je cite Bashevis Singer,
Des pères connurent intimement leurs filles, des frères, leurs sœurs, des fils, leurs mères, etc. On retrouve ce thème de l'inceste au cinéma, fréquemment, mais projeté sur les goy. Ainsi, dans le film Teeth, de Mitchell Lichtenstein, en 2008, c'est une histoire entre un frère et sa sœur. Dans Désengagement, un film du réalisateur israélien Amos Gitaï, en 2007, c'est aussi une histoire entre un frère et sa sœur. Dans Terre de lumière, de Stephen Kurk, qui est un juif ukrainien, c'est encore une histoire entre un frère et sa sœur. Dans Le Pacte des loups, de Christophe Gans, en 2001, il y a une histoire, un inceste physique entre un frère et une sœur. Dans Seul contre tous, de Gaspard Noé, un film de 1998, c'est clairement une projection d'une inversion accusatoire. C'est l'histoire d'un boucher, la cinquantaine, chômeur, sorti de prison, qui arrive à Paris après avoir roué de coups sa femme enceinte. Il n'a que sa fille, placée dans une institution. Je cite, « Ce monstre aux tendances fascistes, homophobes et racistes aime sa fille d'un amour incestueux. » C'est clairement une inversion accusatoire, ou une projection, si vous préférez. Dans La couleur pourpre de Steven Spielberg, un film de 1986, on a ce même thème qui est abordé. L'histoire se déroule dans une famille de la communauté noire, dans le sud profond des États-Unis. L'héroïne est une jeune noire, soumise à son père, qui la viole et lui fait 2 enfants. Dans le roman de Jonathan Littell, intitulé Les Bienveillantes, les choses sont encore beaucoup plus claires. Le roman a obtenu le prix Goncourt en 2006, forcément. Le héros est un officier SS homosexuel qui veut devenir une femme, et est aussi follement amoureux de sa sœur jumelle, Una. Il y a des scènes franchement pornographiques, je cite, « Elle se servait de moi comme d'une femme, jusqu'à ce que toute distinction s'efface et que je lui dise « Je suis ta sœur et tu es mon frère », et elle « Tu es ma sœur et je suis ton frère », page 814. Il s'agissait évidemment d'une projection, classique chez l'intellectuel juif. Le héros, comme Littell, est né le 10 octobre. Comme lui, il a passé sa vie en partie dans le sud de la France. Il a vécu la séparation de ses parents, etc. D'ailleurs, interrogé dans le Figaro, en date du 29 décembre 2006, Jonathan Littell l'avoue, « Je pourrais dire que c'est moi ». C'est clair. Colette Mingui, maintenant, journaliste au Nouvel Observateur, avait publié en 2001 un roman intitulé « La Juive ». Voici un compte-rendu que l'on trouvait sur Internet, je cite, « 9e d'une famille de 10 enfants, aux prises avec des frères incestueux, une grande sœur qu'elle admire, mais qui la manipule, une petite sœur anorexique qui la culpabilise, un père absent ou ambigu et une mère castratrice. L'auteur raconte l'innommable souffrance de l'enfant maltraité. » L'auteur projetait sa névrose sur les nazis. Au dos du livre, on pouvait lire ceci, « Je suis né juive d'une mère aryenne et d'une sœur capo dans un camp de concentration. Matricule numéro 9. Je suis la 9e enfant d'une famille de 10. 5 filles, 5 garçons. J'ai redécouvert ma judaïté après 5 ans d'analyse. Depuis tout ce temps, je faisais des rêves germaniques récurrents. Les Allemands me poursuivaient, ils me mitraillent. Les Allemands me poursuivent, ils me mitraillent. J'expire dans un camion bâché sillonnant le Vercors. Je suis prise dans des rafles de juifs. Je reproche à ma mère de m'abandonner dans un camp. Je suis journaliste et commente la vie dans un ghetto avant d'y être enfermé. Je fais des fellations à des nazis. La Gestapo frappe à ma porte. Toujours je me sauve. Mes positions de repli sont des caves sombres, des placards sordides, d'effroyables labyrinthes. Une nuit, j'affronte ma sœur Bette. Elle est chef de la Gestapo dans un camp de concentration. Bon, si ça peut vous donner une idée de tous les délires que l'on peut voir dans les films sur la Deuxième Guerre mondiale, ça peut peut-être vous éclairer sur ce point. Le romancier Isaac Bashevis-Singer avait lui aussi projeté ce sentiment de culpabilité sur les chrétiens. Dans son roman intitulé « Un petit monde de la rue Krochmalna » en 1991, il écrit, page 54, je cite, « En Argentine, au Pérou, en Bolivie, au Chili et ailleurs, des filles sont violées par leur père, des frères couchent avec leurs sœurs, une mère a des relations avec son propre fils. Les gens ne se font pas toujours arrêter pour de tels crimes. Ils vont trouver le prêtre, se confessent, et, avec un peu d'eau bénite, celui-ci les absout. » C'est clairement une accusation, une inversion accusatoire. Dans le genre franchement délirant, on trouve encore la thèse de Roger Zagdoun en 2002, ça, je cite ça beaucoup plus longuement dans Le Miroir du judaïsme, dans mon livre, Le Miroir du judaïsme en 2009. Alors Roger Zagdoun s'interroge sur le phénomène hitlérien. Le titre de son livre est assez révélateur, Hitler et Freud, un transfert paranoïaque, ou la genèse incestueuse d'un génocide. Alors écoutez un peu cela, je cite, « Le sujet collectif Allemagne a connu une levée du refoulement du désir inconscient d'inceste, qui est désir de retourner au néant d'avant la naissance. Il a mis en acte ce désir après l'avoir projeté sur la minorité constituée par les Juifs. » Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est assez cocasse, hein, il faut
Il faut lire ça d'une manière un peu plus extensive. Si ça vous intéresse, c'est dans le miroir du judaïsme. Dans le même genre, on a Jean-Gérard Burstein qui a publié en 2010 un livre intitulé « Nazisme et Shoah ». À la page 52, l'auteur nous faisait un aveu. Dans le reflet du miroir, on lit en effet, je cite, « Le mythe nazi a représenté la possibilité de revenir sur la coupure entre nature et culture, c'est-à-dire sur l'interdit de l'inceste. D'où son succès. En effet, par son contenu oedipien chiffré, ce mythe a représenté, pour ceux des Allemands pris dans l'hystérie collective, la possibilité de mettre en acte leur fantasme incestueux, de revenir sur cet interdit de l'inceste. » Maintenant, vous comprenez un peu ce que c'est que l'antisémitisme. Vous comprenez l'origine de l'antisémitisme. Parce que grâce aux intellectuels juifs, on comprend très aisément le phénomène hitlérien, par exemple. Daniel Sibony était un autre petit intellectuel français. Alors, il écrit dans Le racisme ou la haine identitaire, en 1997, je cite, « Le raciste bute sur l'interdit de l'inceste ». Voilà à quel genre d'analyse on a le droit. Alors si vous n'avez pas effectivement une bonne grille de lecture, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Si, pour comprendre le monde contemporain, vous allez à la FNAC et vous achetez les livres en présentoir, en tête de gondole ou sur les étalages, vous êtes sûr de ne rien comprendre à la société. Alors ici, on n'a pas pu citer tout ce que l'on a trouvé dans tous ces innombrables livres écrits par les intellectuels juifs. Mais on espère que, au moins dans cette petite vidéo, ce que l'on vous a donné ici, ce que l'on vous a présenté est suffisant pour vous donner quand même une idée d'une certaine spécificité, d'une certaine singularité juive. Alors Sigmund Freud s'était évidemment inspiré des mœurs de sa communauté pour élaborer sa théorie sur la horde primitive, car c'est bien dans la seule communauté juive que le père possède toutes les femmes, y compris ses propres filles, et nulle part ailleurs. Et personne ne s'était interrogé jusqu'à présent sur cette théorie, ce concept de horde primitive, qui pour un goy normal, pour un Européen, ne correspond strictement à rien, quoi. Ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est que depuis pendant 100 ans, tout le monde a avalé Sigmund Freud sans rien comprendre. Tout le monde a pensé que le complexe d'Oedipe était quelque chose de normal, alors que personne ne l'a jamais ressenti. Moi, je pose toujours la question aux gens que je croise, est-ce que tu as eu envie de faire l'amour à ta mère ou à ton père? Et tout le monde me répond non, c'est quoi cette histoire? Mais personne n'a analysé ce problème. Et certainement pas Michel Onfray, parce que Michel Onfray qui a publié en 2010 un livre très critique d'ailleurs sur le fondateur de la psychanalyse, osons le dire, n'a strictement rien compris. Mais rien compris. Tout simplement parce qu'il ne connaissait pas le judaïsme. Michel Onfray ne pouvait pas comprendre la psychanalyse de Sigmund Freud parce qu'il ne connaissait rien au judaïsme. Ce qui fait que Michel Onfray, par exemple, et surtout ne croit pas une seule seconde que les patientes dont parle Sigmund Freud aient pu être abusées sexuellement par leur père. Il n'y croit pas. Lui, il croit à la théorie de la séduction. Donc ce n'est plus la fille qui a été violée par son père, mais c'est la petite fille qui veut séduire son propre père, qui en est amoureuse, comme le petit garçon qui veut séduire sa mère. Le fait c'est qu'à Vienne, à la fin du 19e siècle, les patientes de Freud étaient toutes issues de familles juives ashkénazes. C'est une évidence. Freud avait naturellement déduit, à juste raison d'ailleurs, que l'inceste était la source de la pathologie hystérique. Puisque c'est ça qui l'intéressait. Pourquoi ces jeunes filles sont-elles hystériques? Jusqu'en 1897, où il retourne subitement l'équation, et là, la femme hystérique n'avait plus subi d'inceste pendant son enfance, mais c'était maintenant elle qui fantasmait sur son père. Celui-ci était désormais lavé, blanchi de tout soupçon. Les parents n'étaient plus coupables, il fallait croire dorénavant que les enfants étaient amoureux de leurs parents de sexe opposé et désiraient des relations incestueuses. Freud avait évidemment subi de fortes pressions de la part de son entourage pour ne pas dévoiler au public le secret du judaïsme. Et très classiquement, il avait projeté le problème sur l'ensemble de l'humanité en utilisant une vieille légende grecque et en la nommant complexe d'Oedipe, là où en fait il faut parler évidemment du complexe d'Abraham, du complexe d'Israël, ou complexe de Moïse, appelez ça comme vous voulez. Les intellectuels juifs le disent d'ailleurs assez clairement. Dans son livre intitulé « Freud et la tradition mystique juive » en 1963, David Bakan écrit par exemple, je cite, « La coutume des mariages précoces, parce que les juifs, il faut le savoir, que ce soit les juifs ashkénazes ou les juifs séfarades, dans leur communauté, mariaient leurs enfants dès l'âge de 12 ou 13 ans. » Donc je cite, « La coutume des mariages précoces, écrit David Bakan, puisait peut-être sa justification, non seulement dans le réalisme appliqué en général aux impulsions sexuelles qui existaient chez les juifs,
mais aussi dans la nécessité de pallier les tendances incestueuses. Je ferme les guillemets. Et David Bakan conclut, les tentations incestueuses, qui sont peut-être, comme Freud l'indique, universellement répandues, étaient particulièrement marquées chez les Juifs, suscitant ainsi l'élaboration de contre-forces intenses et, par voie de conséquence, un sentiment de culpabilité excessif. Alors si ça vous intéresse, ça c'est dans le fanatisme juif, la troisième partie du fanatisme juif, en 2007. La psychanalyse fut une affaire juive, écrit justement le docteur Georges Valencin, un juif d'Algérie. Et il y a suffisamment de citations, venant d'intellectuels juifs eux-mêmes, pour en être convaincus. Il y a aussi plein d'histoires d'inceste dans l'Ancien Testament, ça n'aura échappé à personne. Et il y a aussi des histoires de tous les interdits de l'inceste, notamment dans le Lévitique. Si un homme prend pour épouse sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, et s'il voit sa nudité, et s'il voit la sienne, c'est une ignominie. C'est Gershom Scholem, un érudit juif qui cite cette phrase de l'Ancien Testament, de la Torah. Mais un érudit comme Gershom Scholem ajoute ceci, le mot hébreu employé ici pour ignominie, esed, est le même qui se rencontre habituellement dans la Bible avec le sens de tendresse. Et Gérard Haddad, un autre intellectuel juif, dans son livre Les sources talmudiques de la psychanalyse, explique l'équivoque du mot esed. Étymologiquement, écrit-il, ce terme signifie inceste. Mais il désigne couramment l'acte bienveillant, la grâce, et par extension encore, la piété religieuse. Le hassid est l'homme très pieux. Vous savez, les juifs hassidiques qui sont habillés tout en noir avec leur chapeau et leur caftan. Le hassid est l'homme très pieux, terme que choisit le Baal Shem Tov pour nommer sa célèbre secte. Mais, littéralement, ce serait l'incestueux. Voilà, l'homme très pieux ou l'incestueux. Et Freud, comme par hasard, Freud justement, était né dans une famille de juifs hassidiques. Il avait même avoué que son père était un pervers. Voici maintenant le témoignage d'une femme juive de 56 ans, publié sur Internet en 2007, le 1er août 2007. Elle avait été mariée 2 fois et avait eu un fils de son 2e mariage. Elle parle ici de Zada, son grand-père. Je cite, « À la synagogue, je restais à côté de Zada et jouais avec les franges de son talit. J'aimais les chants, le calme des fidèles. Je ne savais pas ce que Zada avait fait avec sa fille, c'est-à-dire sa propre mère, la mère de la femme qui parle. Je ne savais pas que l'inceste pouvait se transmettre de génération en génération. Je savais simplement que ce qu'il se passait à la maison, je ne devais le répéter à personne. J'avais 15 ans quand Zada décéda, la vie en fut bouleversée. Je parle de ce témoignage dans le miroir du judaïsme, à la fin, page 316. Je continue. Pendant les années qui suivirent la mort de sa femme, la mère de ses 4 enfants, Zada avait couché avec sa fille aînée comme s'il avait été son épouse. Mon père abusa lui aussi de ses 2 filles pendant des années. La honte de l'inceste a vécu en moi pendant toute ma vie. De l'âge de 7 ans jusqu'à mes 16 ans, j'ai continuellement été violé par mon père. Je ne l'ai jamais dit à personne. J'adorais mon père. Il disait que c'était ce que les gens faisaient quand ils s'aimaient. Mais il fallait que je ne le dise à personne. Aujourd'hui, je ressens une honte à être issu d'une famille de Kohanim, les Cohen. Ma sœur raconta que nous avions été abusés par mon père, mais personne ne l'a cru. Ces choses-là devaient rester secrètes. Le jour où elle ramena un petit copain catholique, mon père entra dans une rage folle. Il déchira sa chemise et la déclara morte, selon le rite de Shiva. Il ordonna à ma mère et à moi-même de ne plus lui parler. Quand une autre tante me demanda si mon père avait abusé de nous, je mentis pour le protéger. Aujourd'hui, je souhaite porter mon nom de jeune fille et ne plus avoir honte. Et cette femme ajoutait encore, je cite, « L'inceste existe dans les familles juives. Sur le long terme, les effets de l'inceste durant l'enfance sont la peur, l'anxiété, la dépression, la colère, les déviances sexuelles, une piètre estime de soi, une tendance à la drogue et à des relations difficiles avec son entourage. Depuis le Talmud, il y a des abus d'inceste dans la communauté juive. Ce n'est pas nouveau. Nous avons besoin d'ouvrir nos esprits et nos cœurs dans la communauté juive pour commencer à comprendre les survivants de l'inceste, comme les survivants de l'Holocauste. Je sais bien que je ne suis pas seul. » Fin de citation. Le 1er mai 1989, une Américaine, Vicki Pauline, avait témoigné sur un plateau de télévision de ce qu'elle avait vécu dans sa famille. Cette Vicki Pauline décida par la suite de dénoncer systématiquement les agissements des rabbins pédocriminels. Sur son site internet, theawarenesscenter.org, on trouve ainsi les noms et les histoires de centaines de rabbins pédocriminels et incestueux. Alors voici la vidéo de Vicki Pauline qui est encore disponible sur internet. Rachel, who is also in disguise to protect her identity. You come from generations of ritualistic abuse?
Yes, my family has an extensive family tree, and they keep track of who's been involved and who hasn't been involved. And it's gone back to, like, 1700. And so you were... Right. I was born into a family that believes in this. And does everyone else think it's a nice Jewish family? From the outside, you appear to be a nice Jewish girl? Definitely. And you all are worshiping the devil inside the home? Right. There's other Jewish families across the country. It's not just my own family. Really? And so who knows about it? Lots of people now. I talked to a police detective in the Chicago area, and several of my friends know, and I've spoke publicly before. And so when you were brought up in this kind of evilness, did you just think it was normal? I've blocked out a lot of the memories I had because of my multiple personality disorder. But yes, I mean, it's like if you grow up with something, you think it's normal. Mm-hmm. I always thought So what kinds of things? You don't have to give us the gory details, but what kinds of things went on in the family? Well, there would be rituals in which babies would be sacrificed, and you would have to, you know... Whose babies? There were people who bred babies in our family. No one would know about it. A lot of people were overweight, so you couldn't tell if they were pregnant or not, or they would supposedly go away for a while and then come back. The other thing I want to point out, not all Jewish people sacrifice babies. I mean, no. That's not a very typical thing. I just want to point that out. This is the first time I heard of any Jewish people sacrificing babies. But anyway, so yeah, you witnessed the sacrifice. Right. When I was very young, I was forced to participate in that, in which I had to sacrifice an infant. And the purpose of sacrifice is to what? Is to bring you what? What are you sacrificing for? For power. Uh-huh. Power. And so, were you ever used? Were you ever used yourself? I was molested. I was raped several times. Mm-hmm. And what's your mother doing? She's in all of this. What's her role in all of this? I'm not exactly what her role is. I haven't, recovered all of my memories, but her family was extremely involved. Mm-hmm. She brought me to it. Mm-hmm. Both of my parents brought me to it. And where is she now? She lives in the Chicago metropolitan area. She's on the Human Relations Commission of the town that she lives in, and she's an upstanding citizen. Nobody would suspect her. Were you raised with a sense of right and wrong, Rachel? Yeah. I mean, it's like I had both. I mean, to the outside world, everything we did was proper and right, and then there were the nights that things changed, that things just got turned around. What was wrong was right, and what was right was wrong. That's what helps to create to develop MPD. Mm-hmm. Multiple personality. Right. Now, in your family, did you all call it worshiping the devil? No, Rachel? Or I don't know. It was just evil, these things you did. Right. Well, I said it was evil, and they said it was good. There's a book that I had just come across called Lilith's Cave, which is a book of Jewish mysticism and supernatural, and there's a lot in that book that relates to what I endured when I was... Sur le plan individuel, l'hystérie est fréquente dans la communauté juive puisque l'inceste y semble pratiqué plus que dans n'importe quelle communauté. Mais à la vérité, tout dans le judaïsme intellectuel correspond aux manifestations de l'hystérie. Histrionisme, égocentrisme, angoisse, paranoïa chronique, intolérance à la frustration, grande fragilité émotionnelle, fabulation, amnésie sélective, ambiguïté identitaire et sexuelle, mégalomanie, etc., etc. Et là, il n'est plus du tout de question de peuple élu, mais de diagnostic médical.